Relations soignants-soignés, est-ce aussi un problème de communication? Vaste programme. C'est à vous, Gérald. Merci de l'accueil. À chaque fois, je viens pour une speed vision, ça tombe bien pour un urgentiste. Et merci de. Bah oui, on est un peu speed, les urgentistes. Je suis à la fois médecin, c'est ça qui est important, médecin urgentiste. J'étais de garde il y a 3 jours, je serai de garde dans 3 jours avec une vraie pratique d'urgence et dans un hôpital public en plein cœur de Paris. Ça, c'est ma partie clinique. Et la deuxième casquette, c'est la partie communication au sens très large. Alors, communication sur TF1 LCI, communication pédagogie médicale, information médicale auprès des patients. Donc je fais du lien, mais aussi impliqué sur cette, ce qu'on appelle la politique de santé, parce que ça me semble important que le médecin soit aussi un acteur de la politique de santé et ne soit pas juste un technicien du soin comme on aimerait nous y cantonner. Quand je dis médecin, c'est soignant au sens large. Alors ce sujet, relation soignant-soigné, un problème de communication. Oui, il y a un problème. Vous allez voir, mon plan, il est très simple. Oui, il y a un problème de communication. Et oui, la solution, c'est aussi une solution de communication. Alors juste sur la communication, qu'on s'entende bien, c'est pas de la com superficielle, c'est pas du marketing, c'est pas des choses où on survole, où on fait de la communication de séduction. Ça peut être très utile dans certains domaines, mais la communication au sens latin du terme, communicare, ça veut dire partage. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le superficiel, mais on est dans le profond. Et le profond, la relation médecin-malade, la relation soignant-soigné, c'est pas n'importe quoi, c'est une relation qui est profonde, c'est une relation, je vous parlerai dans quelques minutes d'empathie, parce que l'empathie, c'est pas un vain mot. Alors, oui, c'est un problème de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a du dog bashing, il y a certaines spécialités qui se font encore plus bâcher que les autres. Je pense à mes confrères et mes consoeurs gynécos qui en prennent en permanence plein la tête depuis certains mois, voire certaines années, que les réseaux sociaux n'ont pas amélioré cette communication, en tout cas la qualité de ce partage, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui est à charge systématiquement. Cette relation soignant-soigné, je trouve qu'elle est mise à mal aussi de manière institutionnelle. J'ai cru entendre dans la table ronde que les pouvoirs publics ne faisaient pas non plus grand-chose pour aider cette relation soignant-soigné. Je pense qu'il y a un vrai bashing institutionnel qui se traduit par des choses, par une souffrance chez les soignés. Parce qu'il y a de la solitude, on en parlait, mais il y a de la solitude chez les soignants aussi, le burn-out, tous ces problèmes de maltraitance institutionnelle, de manque d'attractivité, des 660 000 infirmières qui, mardi, étaient en grève et on n'en a pas énormément entendu parler dans les médias. Il se trouve que nous, sur LCI, on l'a fait 2 fois, on était peut-être un peu les seuls, et en tout cas, les pouvoirs publics n'ont pas non plus montré de l'empathie ou une volonté de communication déjà avec les soignants. Donc ces soignants qui sont un peu mis sur le banc des accusés, je trouve que la division ultime, c'est en plus de les diviser avec les soignés. Et quand j'entends parler de certains politiques, alors c'est pas ce gouvernement, c'est juste le gouvernement précédent qui nous disait qu'on faisait des examens gynécologiques, par exemple, en cachette dans les blocs opératoires, à l'insu des patients ou des patientes plus exactement. Tout ça, ça me semble introduire du doute, introduire quelque chose entre la relation soignant-soigné qui est de l'ordre de la défiance. Et donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des crises sanitaires. C'est plutôt des crises médiatiques. Il se trouve que Agnès Buzyn m'a fait l'honneur de me charger d'un rapport sur la communication, ou en tout cas sur l'information autour du médicament qu'on lui a remis début septembre, suite à l'affaire du Levothyrox. L'affaire du Levothyrox, c'est avant tout une crise médiatique, mais surtout une crise de confiance. C'est-à-dire que cette relation soignant-soigné, il y a tellement un problème de communication que quand le soignant essaie de convaincre, et le soignant au sens large, ça peut être l'industriel, ça peut être le soignant prescripteur, ça peut être le pharmacien qui délivre ou l'infirmière qui va apporter les soins, ou l'expert qui est dans les médias, quand ces personnes soignantes vont porter une parole auprès du soigné, on ne les croit plus. On ne les croit plus parce que depuis des années, il y a une espèce de défiance et un climat de défiance qui s'est installé. Et tout l'enjeu de ce rapport, c'était de donner un peu des pistes pour améliorer ou essayer de restaurer une confiance qui ne se décrète pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, alors je ne veux pas faire les Cassandres, mais ce qui m'inquiète, et je suis d'autant plus mal placé que demain matin, il y a plein de choses autour de l'intelligence artificielle, autour du numérique, c'est que les choses ne vont pas s'arranger, à mon avis, pour plusieurs raisons. Un, les médecins sont de plus en plus techniciens et on les enferme dans ce rôle de technicien. Alors c'est vrai que la médecine est de plus en plus technique. On nous parle de tests génétiques, on nous parle plus d'examens cliniques, mais on nous parle d'examens radiologiques, d'examens numériques, etc. Ça, c'est la première raison. Et je trouve que la jeune génération, avec des vannes qui ont été un peu ouvertes, parce que le numerus clausus, entre mon époque, c'est-à-dire il y a 12-13 ans, où il y avait 4000 nouveaux médecins qui allaient être formés, on est passé à plus de 8000. Donc on a multiplié par 2, sans ouvrir les vannes de la formation clinique auprès des malades. Or, la communication, ça se fait auprès des malades. Donc on a augmenté le nombre de médecins, mais forcément on a diminué la qualité de formation, en tout cas relationnelle.
Puis la deuxième raison, c'est justement cette intelligence artificielle, ce numérique. Et je vous renvoie à une tribune qu'on a co-signée avec le professeur Laurent Lantieri, chirurgien de la face mondialement connu, Jérôme Marty, président de l'UFML, médecin généraliste à Toulouse, et moi, il y a quelques semaines dans le Figaro, on a titré ça « Le numérique ne remplacera pas le médecin ». Le numérique va asservir le médecin, va asservir les données de santé et va asservir le patient in fine et va créer encore plus de gap, de schisme entre des malades qui seront informés, mondialisés de manière heureuse, connectés, et puis les autres. Et les autres, c'est quand même l'immense majorité. Je vous renverrai juste à ces gilets jaunes. Je trouve qu'il y a un peu de gilets jaunes dans l'histoire des soignants et des soignés, ou en tout cas entre ceux qui décident la relation soignant-soigné et ceux qui la vivent au quotidien. Une espèce de cassure qui me semble extrêmement inquiétante. Le patient, c'est pas un numéro, c'est pas une donnée. Le patient, c'est avant tout une personne humaine. Et ce que je voudrais sur cette relation soignant-soigné, c'est qu'on remette de l'humanité. Et voilà pourquoi la solution, c'est de la communication, mais de la vraie communication. De la communication qui est de la communication humaine, qui est de l'empathie. Il n'est pas question d'aller ubériser les médecins, d'aller ubériser la relation médecin-malade. Vous savez, moi j'ai des patients actuellement qui viennent aux urgences en disant j'ai vu un premier médecin, je l'ai réservé sur une plateforme, je ne citerai pas le nom, et puis il m'a prescrit un test. Allez, je prends l'exemple, le dernier en date, c'était la syphilis. Le test revient positif. Le problème, c'est que le médecin qui l'avait vu et qui a prescrit, il est plus disponible. Donc, ils vont dans un centre de santé d'un médecin qu'ils n'ont jamais vu. Il n'y a pas de suivi. Et donc, du coup, le médecin dit écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Allez aux urgences. Donc, on voit bien que, in fine, on est sur un système complètement infernal et que cette ubérisation de la médecine, c'est une diminution de la qualité de la médecine. Or, ce que les gens veulent, c'est de l'empathie, c'est de l'humanité, c'est du suivi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se tournent vers l'homéopathie, ils se tournent vers la naturopathie, ils se tournent vers des médecines complémentaires qui sont des médecines qui prennent le temps. Alors certes, elles sont peut-être moins techniques, mais elles sont humaines. Moi, ce qui me désole, c'est que les médecins, plutôt que de faire des pétitions, les 124 médecins, en disant c'est des charlatans, moi je préférerais qu'ils écoutent les motivations des patients, motivations pour lesquelles ils se tournent vers ces autres médecines. Et je préférerais qu'on emmène ces médecines avec nous en proposant à la fois la médecine la plus pointue, la plus technique, et aussi la plus humaine possible. Alors, ça passe ou pas par l'homéopathie, mais en tout cas, ça passe sûrement par de la relation. Alors, la solution, c'est de la communication, et je pense qu'en formation initiale, on est extrêmement mauvais. Donc, il faut à tout prix qu'on revoie cette formation initiale, et évidemment en formation continue, mais en tout cas, les nouvelles générations, il faut à tout prix que la clinique soit au cœur de la formation. C'est loin d'être le cas. Il faut que derrière, ça suive en termes de nomenclature. La nomenclature, elle est tout pour le technique, rien pour l'humain. Tout pour la rapidité, rien pour le temps de consultation qui dure parfois 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Mais non, il vaut mieux être technicien à déboucher une artère. Et malheureusement, les collègues sont là-dedans, sont dans cette espèce de course un peu à la vitesse et à la productivité, sauf que ça, c'est l'inverse. Le numérique, il n'est pas question d'être contre le numérique, mais le numérique et la télémédecine et toutes ces technologies, elles doivent être au service de la relation médecin-malade. C'est pas l'inverse, c'est pas la relation médecin-malade qui doit être au service. Et dans les couloirs, on me disait oh là là, t'as vu cet avenant sur la télémédecine, les consultations seront remboursées que s'il y a une relation physique à un moment donné dans le parcours de soins entre le médecin et le malade. Tant mieux, moi j'applaudis des deux mains. Heureusement que la télémédecine et la téléconsultation, elle n'est remboursée que dans un cadre de parcours de soins avec un contact physique entre le médecin et le malade. Et que je ne veux pas de plateforme avec un médecin qui téléinterprète à je ne sais où sur la planète, parce qu'on nous dit que c'est en France, mais ça sera sur la planète, avec une médecine de qualité et surtout une sécurité des soins qui va être mise à mal. Et c'est pas au premier mort, quand on aura dit aux gamins, non c'est rien, prenez du paracétamol aux parents d'un enfant qui a de la fièvre et qu'on n'aura pas vu les boutons parce qu'ils se cachent entre les deux doigts de pied et que c'était un purpura fulminans, qu'il faudra dire si on avait su, on serait allé voir un vrai médecin. Donc heureusement que cette télémédecine, elle doit se faire dans un cadre qui est un cadre de médecine de qualité, et cette médecine de qualité, elle passe par une relation humaine. Et le dernier point pour cette communication, je vous parlais du rôle un peu du médecin politique, institutionnel. Le médecin, c'est pas un technicien. Le soignant, c'est pas un technicien. Le soignant, c'est un acteur politique dans la cité. Et donc, à force de bâcher les docteurs, de ne les voir que dans une situation où ils sont pris en défaut, sur un plan de responsabilité, sur un plan de ils savent pas s'occuper des malades, etc. Je pense qu'il faut que les médecins reprennent, que les soignants reprennent la parole sur le plan collectif en disant une relation à une médecine de qualité, ça peut être de pointe, c'est une relation
relation humaine, mais c'est une relation physique avec le patient et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se révolte contre cette espèce d'ubérisation et d'intelligence artificielle qui n'a rien d'intelligent, l'intelligence artificielle. Là aussi, le mot intelligence artificielle, qui a décrété que c'était de l'intelligence? C'est pas ça l'intelligence. Ça peut aider, il y a des algorithmes qui peuvent aider, ça peut sécuriser, mais en tout cas, ça ne remplace pas. Et je vous invite à aller lire Éric Sadin, qui vient de commettre un ouvrage sur cette intelligence artificielle et sur le risque d'asservissement, oui, des docteurs, des soignants, mais surtout des soignés et au détriment de beaucoup. Voilà, pardon d'être oui, alors Gérald, quand même, vous êtes un peu long. Non, c'est pas que vous êtes long, c'est que vous nous cassez un peu la baraque, là. Non, mais juste une petite question. On est bien d'accord que la communication humaine doit rester là et que le numérique, il va venir au service du temps humain. Enfin, c'est un peu comme ça que c'est pensé, je crois. Vous avez perdu cette... Vous n'avez pas cette foi-là, et c'est ce qu'on a envie de... Parce qu'aujourd'hui, on est quand même en plein dedans. Le numérique, on est en plein dedans. Et il est censé apporter à la médecine et pas... c'est ce que je veux, j'espère que c'est ce que vous voulez aussi. Je ne suis pas sûr que tout le monde veuille la même chose. Et je pense que cette volonté, d'un moment donné, d'asservir les données, il y a une vraie motivation économique derrière, néolibérale en particulier, le flux de données dans lequel on n'aura pas grand-chose à dire, nous en France, parce qu'on voit bien que ça part globalement ailleurs. L'autre chose, c'est quand on nous vend, évidemment, on va nous voir, à chaque fois qu'on nous parle d'intelligence artificielle ou de numérique, on nous met la médecine en avant. On peut prendre tous les domaines de la société et on nous dit, regardez, ça va sauver des vies. Ça va en termes de médecine, la médecine prédictive, etc. C'est un peu comme si c'était la caution un peu morale ou la caution éthique de dire que la médecine, l'intelligence artificielle va apporter beaucoup. Mais quand on regarde derrière, ce qui intéresse quand même les gens qui montent ces structures-là, c'est les datas, c'est de faire du business avec. Autre chose, qu'on me projette une cabine de télémédecine dans un pays reculé où il n'y a pas de médecin. Je dis, c'est super, ça apporte un plus. Qu'on me projette ou qu'on me parachute une cabine de télémédecine dans un endroit où il y avait un médecin et qu'on n'est pas foutu de rendre ce territoire attractif pour remettre un autre médecin ou une infirmière ou un pharmacien qu'on va former, c'est-à-dire un humain professionnel de santé, et qu'on dise on va mettre à la place une cabine de télémédecine, je dis que là on recule. On n'a pas un progrès, mais on a un recul. En plus, pardon, mais allez dans une poste, si vous en trouvez encore. Allez dans un endroit avec je me suis arrêté dans un fast-food, là, oui, je ne suis pas complètement contre le progrès, etc. Pour remplir le gobelet, il y a un système, je ne suis pas plus con qu'un autre, mais pour remplir votre gobelet, vous êtes obligé de le scanner, de le mettre, d'appuyer sur un système de boutons. J'ai eu besoin de quelqu'un, je ne sais pas faire. Imaginez des gens, on vient de parler d'humanité, d'EHPAD, d'endroits de vie, etc. Imaginez des gens, on a une population vieillissante, on parle de centenaires, de super centenaires. Ok, ils ont des tablettes, etc. Mais ils ont besoin avant tout de relations et d'humanité. Et que techniquement, quand vous les voyez à la poste, ils ne peuvent pas affranchir une lettre. Comment voulez-vous que dans une cabine de télémédecine, vous mettiez papy ou mamie dans cette cabine? Enfin, il y a un côté complètement fou. Et la communication, c'est quoi? C'est avant tout du bon sens, c'est relier deux personnes. Et là, je suis pour le numérique, quand ça relie deux personnes. Mais il ne faut pas se leurrer, on nous vend le numérique comme étant une solution pour faire des économies. Ça va générer une autre économie et ça va faire des économies, notamment au pouvoir public. Pour gagner peut-être aussi un peu de temps médical, pour simplifier la partie administrative. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans tout ce dispositif si vous me dites que ça remplace des directeurs d'hôpitaux et des gens qui font du codage PMSI, pourquoi pas? Si vous me dites que ça remplace... Non, si ça remplace... Ça aide le médecin dans sa compta tous les jours, par exemple. Mais non, mais attendez, c'est pas ça le problème. Bah, c'en est un. C'est pas ça le problème. Ce qu'on veut aussi, je vous parlais du rôle politique du soignant, c'est-à-dire qu'on veut des gens asservis et que le numérique, si on met une cabine de télémédecine, je vous garantis qu'elle va moins gueuler qu'un médecin ou qu'une infirmière. Bon, alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que le numérique va arriver, il est déjà là, que l'intelligence artificielle va arriver, mais que nous aurons de très bons censeurs, comme vous, Gérald, qui seront là pour rétablir les choses, le curseur là où il doit être quand il y aura du dérapage. Je pense que c'est vrai que c'est important. Je pense que c'est le moment de dire à un moment donné, attention. Derrière tout ça. Vous avez raison. Merci d'avoir conclu cette discussion avec cet élan aussi de prudence au service de la communication humaine, on l'a bien compris. Tous les start-upers, vous pouvez me lyncher à la sortie.